Alors, dans le cadre du soutien aux politiques publiques, la Banque des Territoires investit aussi dans les infrastructures privées, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Vous le savez, la COP26 l'a rappelé une nouvelle fois, le plan France Relance l'a posé en objectif global. Nous devons accompagner la transition énergétique, transformer et verdir nos pratiques quotidiennes, celles des citoyens que nous sommes tous, celles des entreprises, celles des services publics et de ses agents. Mais si le constat est posé, il nous faut maintenant collectivement changer. Et ça, c'est déjà plus difficile. Et ce changement peut-il advenir dans les temps si les infrastructures qui sont ces leviers de transformation sur le terrain ne sont pas disponibles? Alors justement, comment mettre en œuvre ces innovations qui, comme vous allez l'entendre, existent déjà? C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans ce second temps. Et pour commencer, nous allons parler électrification. On en parlait déjà tout à l'heure, c'est une des pistes de la transition. Et dans ces nouveaux usages, nos mobilités sont en passe de vivre une grande révolution. La fin des moteurs thermiques est annoncée à l'horizon 2035 par l'Union européenne. Pour les Parisiens qui sont ici ce soir ou qui nous écoutent, la ZFE, c'est dès 2030. Oui, si vous ne le saviez pas, eh bien, écoutez, maintenant vous le savez. Ce qui veut dire que votre véhicule, s'il n'est pas électrique, ne pourra plus circuler. Et dès lors, le véhicule électrique, personnel ou partagé, devient un moyen d'assurer ce droit fondamental qu'est la mobilité pour tous. Mais qui dit véhicule électrique? Et là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, dit recharge rapide. Voilà. Et je vous demande, pour en parler, d'accueillir Alain Roland. Alors, je vous en prie, installez-vous. Bonsoir à tous. Alain Roland, vous présidez Station I, Station E? Oui, je suis fondateur de Station E. Station E. Alors, Station E, c'est un système de bornes de recharge rapide de véhicules électriques, mais pas seulement en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon, déjà, le fait que on n'atteindra certainement pas les 100 000 stations publiques à la fin de l'année, c'est qu'il y a quand même une raison qui est en même temps économique, parce qu'on attend que des investissements soient faits dans les territoires en grand nombre. Nous, Station E, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'installer des stations, mais pas que, donc des stations avec un multiservice, c'est-à-dire qu'elles intègrent à la fois la recharge électrique, mais également des systèmes de télécommunication, des services de proximité et des données qui sont utilisables pour des industriels. Et ces 4 axes de croissance, qui sont des axes de croissance forts dans le monde, nous permettent de rentabiliser beaucoup plus rapidement les stations que des simples chargeurs électriques. Alors ils sont quand même nécessaires, ces chargeurs, puisque sur les autoroutes, il faut des chargeurs extrêmement rapides pour que les gens se déplacent. Nous, notre périmètre d'activité, il est essentiellement donc, dans les collectivités, dans les espaces suburbains, également dans le rural. Mais alors, quand vous dites que c'est une station multiservice, moi qui n'ai aucune idée en fait de ce que c'est, est-ce que vous pouvez me décrire ce que c'est qu'une station multiservice? Qu'est-ce qu'il y a dans une station multiservice? Alors, il y a déjà donc, de la recharge électrique et un équipement qui est à côté qui accueille des services de télécommunication fixe ou mobile, par exemple des raccordements de fibre optique, une antenne pour faire du réseau Wi-Fi, du réseau LoRa, du réseau mobile, des réseaux de futures smart city agricoles. Et puis, à partir du moment où on s'arrête, on va pouvoir accueillir de l'autopartage, on va pouvoir mettre des services régaliens, des caméras qui intéressent les collectivités. C'est très coûteux à raccorder. Donc, en fait, on mutualise dans un espace, on mutualise la station et tous ses raccordements. Et donc, beaucoup d'industriels, beaucoup d'agents économiques sont intéressés, dans leur modèle économique eux-mêmes, de s'implanter sur nos stations. Parce que, et là, c'est là qu'il y a aussi quelque chose d'innovant, c'est que vous avez des datas qui remontent de ces usages et c'est ça en fait qui vous finance aussi. Alors ça, c'est le 4e axe. Plus tard, à partir des données utilisées, on va pouvoir d'abord avoir ce qu'on appelle des indicateurs avancés de flux dans la collectivité. Évidemment, des données autour des véhicules. Les constructeurs, un jour, auront bien besoin de pouvoir anticiper des pannes, des réparations. On va parler de mise à jour de véhicules qui se font aujourd'hui uniquement dans les concessions. Alors moi, j'ai plus de véhicule à essence, mais quand on va une fois par an pour faire la mise à jour du véhicule, c'est pas pratique. Et donc, on appelle ça le FOTA, Firmware Over the Air. On va pouvoir aussi mettre à jour ces véhicules directement sur les stations. Alors, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je suis un élu, j'ai une petite place sur laquelle il y a un petit marché, c'est sympa le dimanche, mais il y a potentiellement dans cet espace-là quelque chose qui pourrait me servir à mettre une borne de recharge. Comment? Est-ce que je vous appelle, Alain, et je vous dis, Alain, il me faut une station?
Comment ça marche? Alors d'abord, nous on investit en fonds propres, on parlera tout à l'heure de la Banque des Territoires, mais on investit en fonds propres et donc ça ne coûte pas un centime à la collectivité. Ça c'est très important pour nous. Il faut que ces réseaux ne coûtent rien aujourd'hui et demain à la collectivité et également aux espaces privés. Donc comment ça se passe? D'abord, on vient investir dans un territoire. Je prends l'exemple là de Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est sur lesquels on déploie, et l'Île-de-France évidemment. Bien, on vient rencontrer les élus ou on est contacté par des élus qui nous disent « Est-ce que vous pourriez venir investir? Que feriez-vous sur mon territoire ?» Et donc on va arriver, on va regarder, on fait ce qu'on appelle du géomarketing, on va regarder comment implanter 20, 30, 40 stations dans le temps. Et encore une fois, avec une logique de déploiement qui va accompagner des schémas directeurs qui existent aujourd'hui. Donc on vient compléter ces schémas directeurs. Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on vient, la collectivité nous donne une autorisation d'implantation pour un certain nombre d'années, avec moyennant une petite redevance. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que il faut comprendre que le réseau de recharge électrique, c'est des technologies. Et donc, c'est très important que ce soit des entreprises privées qui le fassent et qui puissent ensuite mettre à jour toutes ces stations. Et alors, justement, on commençait à l'évoquer, le lien avec la Banque des Territoires, il s'est opéré où? Alors en 2019, je tiens à remercier Gauthier Châtelu, qui doit être ici avec Pierre Auboin, tout début, quand je leur ai parlé du projet, qu'on crut rapidement dans cette aventure. Et bien donc maintenant, la Banque des Territoires vient d'investir également aux côtés de Cube, puisqu'on a annoncé une levée de fonds de 30 millions d'euros il y a un peu moins d'un mois. Donc va nous accompagner à la fois dans ce qu'ils font depuis 2 ans avec nous en stratégie et puis également en dette, puisqu'on va faire levier sur le capital qu'on a levé pour faire de la dette et déployer avec ses premiers sous entre 2 et 3 000 stations. Et on va annoncer jeudi matin, on va signer jeudi matin au Salon des Maires un accord stratégique avec Tenergy qui est dans le monde du solaire. C'est une petite surprise. Voilà. Ah, surprise. Ouais. Bon, bah écoutez, merci en tout cas Alain Rolland, et j'invite, si jamais vous n'aviez pas, comme moi, idée en fait de ce à quoi pouvait ressembler une station multiservice, voilà, ça peut valoir le coup d'aller voir justement à quel point on peut avoir dans un sol et maintenant, c'est quoi, c'est 4 mètres carrés 8 mètres carrés, on a vous avez besoin vraiment quelques mètres carrés, ouais. On ne prend pas les places de parking, c'est vraiment très très simple. Voilà. Et du coup, vous avez quelque chose à nous montrer, je crois aussi. Non, pas spécialement. Mais non, pas spécialement. Ça, je peux peut-être vous montrer ici. Si. Vous allez voir la carte Station E qui va sortir avec tout un tas de services très très innovants qu'on a hâte de vous montrer. Bon, bah écoutez, la suite au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors au-delà de nos mobilités et de la voiture électrique, les besoins d'investissement dans les énergies vertes sont exponentiels. Vous le savez, notre consommation augmente considérablement et cela nécessite une véritable accélération des investissements dans les énergies vertes, que ce soit le solaire, l'éolien, l'hydrogène, on en parlait également tout à l'heure, un objectif de décarbonation qui est porté par le président de la République dans sa présentation notamment du plan France Relance 2030. Et pour parler de ces infrastructures d'énergie, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Scotto, Mathieu Guéné et Emmanuel Legrand. Bonjour messieurs. On va vous allumer vos micros et voilà. Alors, Éric Scotto, donc AQO, Mathieu Guéné, Life. Donc AQO, le solaire, Life, l'hydrogène vert. Emmanuel, on vous entendra aussi dans une minute, mais peut-être Éric Scotto, Mathieu Guéné, en quoi AQO et Life répondent justement à cet objectif de décarbonation? Allez, Éric, commencez. Déjà, on pousse un modèle qui est, depuis presque 20 ans maintenant, qui est décentralisé et durable, donc au cœur des territoires. Et les énergies renouvelables, c'est au cœur des territoires que ça se joue. Vous, ce sont des tuiles solaires? Alors, pas uniquement. Hein. Plus uniquement. Tout ce qui est renouvelable, tout ce qui est production de l'électron à partir de ressources naturelles. Voilà. Mais donc, la décarbonation, c'est ça. Enfin, en tout cas pour l'énergie. Et puis, vous l'avez compris, pour la mobilité. Puisque l'électron vert, il ne sait pas uniquement répondre aux usages classiques et quotidiens, mais il sait aussi maintenant répondre à la mobilité. La mobilité sera électrique ou hydrogène, mais en tout cas, elle sera à partir d'électrons verts, mobilité verte. Mathieu Guéné. Allez-y. Il faut électrifier cette mobilité, soit directement avec des véhicules électriques batteries, soit avec de l'hydrogène, qui est une solution pour des véhicules qui sont plus lourds et qu'on a du mal à électrifier avec des batteries. Et ça, si on regarde en émissions de CO2, c'est 23% de nos émissions de CO2. Maintenant, un autre secteur qui est très important,
Life est producteur d'hydrogène, c'est l'industrie. Si on regarde l'industrie, ce qu'elle émet et ce qu'elle consomme comme énergie, c'est aussi 23%. Et dans cette industrie, il y a le ciment, l'acier et la chimie. C'est à peu près 3/3. Donc il faut absolument décarboner les véhicules, mais aussi l'industrie. Et l'hydrogène est utilisé non pas en tant qu'énergie, mais en tant que composant chimique dans l'industrie, notamment de l'acier et de la chimie. Donc il est possible de décarboner une grande partie de l'industrie, et on en a besoin, et de la mobilité avec l'hydrogène. Et c'est en ça que l'hydrogène va contribuer. Ça ne peut pas tout, mais ça peut beaucoup. C'est une des briques. Emmanuel Legrand, justement, pourquoi la Banque des Territoires a décidé d'accompagner ces deux entreprises que sont Life et Akuo? Parce qu'on aime ça. Parce qu'on adore travailler avec des entrepreneurs visionnaires et engagés, comme Mathieu et Eric, surtout quand ils contribuent aux politiques publiques, parce que c'est aussi notre rôle de financer tous ces projets qui contribuent aux politiques publiques. Alors, je crois que modestement, ce qu'on leur apporte, et c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça qu'on s'entend et qu'on arrive à investir ensemble, ce qu'on leur apporte, c'est une capacité à partager cette vision, à bien comprendre ces politiques publiques, à bien comprendre le cadre dans lequel les entreprises et les projets vont se développer, à les partager, à être innovants non seulement par les technologies que vous portez, mais aussi par les montages que nous mettons en œuvre ensemble. Et il y a aussi cette particularité qui est, je vais faire là aussi comme d'habitude, c'est-à-dire je suis un investisseur et j'ai un monsieur qui arrive il y a 20 ans dans mon bureau et qui me propose de me lancer dans l'hydrogène vert. Il y a un moment, peut-être que je le regarde en me disant, je sais pas, je suis pas très sûr. Alors est-ce que votre mission, Emmanuel Legrand, c'est justement de jouer cet effet de levier en disant, nous finalement on y croit? On commence toujours comme ça, on dit toujours on n'est pas très sûr, parce qu'à un moment il faut aussi les challenger, se challenger mutuellement pour bien se comprendre. Mais c'est vrai que, comme Olivier le disait en introduction, on a nous cette capacité à se projeter sur le long et sur le très long terme. Donc, et c'est là que c'est important de partager une vision de la trajectoire de nos métiers et de nos secteurs, parce qu'on va pouvoir appréhender les choses un peu différemment et donc envisager les risques. En se projetant dans la durée et en se disant que peut-être que si ça ne marche pas dans les 6 mois, on sait que ça marchera ensuite et qu'on a un chemin à parcourir ensemble. Alors justement, Eric Scotto, sur Akuo, comment ça s'est passé? Parce que votre collaboration avec la Banque des Territoires, elle n'est pas nouvelle. Alors ça s'est bien passé. Ça c'est bien. Je me doute, sinon vous ne seriez pas là. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens de la Banque des Territoires, mais c'est important parce que tu as parlé de temps long, vous avez parlé de temps long tout à l'heure, tu as parlé de vision. Et en fait, c'est vrai que quand je débarque dans votre bureau en 2008, alors j'avais déjà débarqué dans le bureau en 2005 pour construire une première ferme éolienne que nous avons construite ensemble, donc ça c'est une autre histoire, mais c'est vrai qu'en 2008, quand je débarque pour vous expliquer qu'on va non pas couvrir nos toitures dans le futur de panneaux solaires, mais de tuiles solaires, il faut être quand même bien accroché, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est pas non plus complètement évident de se dire on va mettre des tuiles solaires. Vous nous avez fait confiance. C'est vrai qu'entre 2008 et 2010, on construit la première grande toiture au monde en tuiles solaires, non pas en panneaux solaires, qui reste la plus grande toiture au monde aujourd'hui intégrée au bâti en tuiles solaires. Et donc, qui est à Perpignan. C'est donc le marché d'intérêt national. Le marché international de Saint-Charles. Et là, effectivement, qui représente, qu'on ait une idée en termes de surface. C'est 9 MW, c'est 84 000 m², c'est 90 000 tuiles, c'est 15% de la consommation de la ville de Perpignan depuis 10 ans. Puisqu'on a mis 2 ans quand même. Vous savez, on n'arrête pas un marché d'intérêt général. Il a fallu construire jour et nuit. Rien que la logistique d'un tel chantier, c'est 2 ans. Bon, bref, vous nous avez accompagnés, c'est formidable. Et là, tu parlais de vision et tu parlais de dire ça ne marche pas tout de suite. Oui, effectivement, ça n'a pas marché tout de suite. Ça a marché tout de suite parce que le contexte voulait qu'il y ait des innovations à l'époque. On a construit ce projet, très bien. Mais ensuite, il y a eu le moratoire solaire. Ensuite, tout ça s'est un peu tassé avec le changement de réglementation. Voilà. Et c'est là où il faut être résilient et il faut avoir les bons partenaires. Des partenaires qui ont compris qu'on va changer l'habitat, qu'on va décarboner l'habitat, qu'on va apporter de la création d'emplois localement, etc. Et qui ne vont pas s'enrhumer au premier coup de vent. C'est le cas de le dire à Perpignan, parce qu'avec la tramontane, ce n'est pas facile. Et donc, à ce moment-là, vous nous suivez. Et pourquoi c'est très important? C'est parce qu'on a remis ce produit au goût du jour il y a 3 ans, en se disant, ça y est, c'est maintenant. Je crois que les gens ont compris que soit les financiers... Il aura fallu presque 15 ans, en fait, finalement. Non, peut-être pas, mais en tout cas 12 ans. Ouais. 12 ans.
pour que les gens comprennent qu'il va falloir accélérer. Et donc c'est ça qui nous intéresse maintenant avec Emmanuel, c'est l'accélération. Vous le disiez tout à l'heure, les solutions sont là, elles sont là. Non, maintenant il faut que tous les DR, toutes les directions régionales de la Caisse des dépôts, enfin de la Caisse des dépôts, pardon, vous voyez, l'histoire me rattrape, la Banque des territoires se mettent au service de cette vision qu'on a eue. Pourquoi? Parce que c'est maintenant. Et je suis là pour vous livrer un scoop. Ben oui. Parce que je n'avais pas le droit de vous Ouvrez le dire vos jusqu'à oreilles. présent. C'est un gros Voilà. machin. Et donc, on a réussi finalement à montrer que ce que nous avions fait à Perpignan, on pouvait l'exporter, on pouvait le produire en France. C'était notre désir de construire, enfin de fabriquer cette huile à Châtellerault, c'est ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas inexorable, la délocalisation de notre industrie. On peut aussi construire de façon compétitive au cœur de notre histoire. Et puis, on peut exporter parce qu'on a un produit d'excellence qui a un track record, qui a un passif, et qui finalement était beaucoup plus mature que la tuile de Tesla. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a exporté, on a gagné cet appel d'offres à San Francisco, et j'ai le droit de vous annoncer aujourd'hui que nous avons couvert le nouveau siège social de Google à Mountain View. Donc vous voyez comment on va de Perpignan. Et ce que vous n'avez pas dit aussi, mais ça se sait peut-être un peu plus, c'est qu'il y a Dubaï aussi. Oui, alors, vous savez, c'est toujours mieux quand on dit que ça marche aux États-Unis. Oui, mais voilà. moi, pardon. Je commence comme ça. Vous mais commencez comme ça, puis là, vous ne pouvez pas dire que vous rétrogradez parce que vous avez quand même réussi à faire sur cette huile. Enfin, vous avez reproduit quelque chose de pas simple. En fait, ce qu'on voulait, c'est que Thomas Pesquet puisse... Non, c'est vrai. Je sais. On voulait que Thomas puisse prendre une photo et avoir la pixelisation des nymphéas de Monet. Voilà. Et ça, on l'a fait sur le pavillon français de l'exposition universelle de Dubaï. Ces tuiles ont été produites à Châtellerault et nous avons couvert le pavillon français. Donc si des gens parmi vous vont à l'expo à Dubaï, en tout cas, sinon si vous êtes philatéliste, achetez le dernier timbre de la Poste, puisque la Poste vient de faire un timbre, et vous verrez cette magnifique réalisation, effectivement, que nous avons inaugurée un petit peu avant Google, donc sur l'expo de Dubaï. Alors, Mathieu Guenet, vous revenez aussi de la COP26 où vous avez participé à des tables rondes justement sur l'hydrogène. Vous avez, alors, on parlait de Châtellerault à l'instant. Vous, votre usine, elle est à Bouin, en Vendée. Est-ce que vous pensez qu'on est en capacité aujourd'hui de devenir un leader en hydrogène vert comme le souhaite le président de la République? Et pourquoi est-ce que c'est important de faire ça au plus près des territoires, vraiment cette petite dentelle en fait qu'il faut créer? Oui, on est en capacité de devenir un leader de l'hydrogène vert, d'être non seulement utilisateur et concepteur de ces technologies, mais aussi de les exporter. Chez Life, on a 60 projets et en puissance, la majorité sont à l'étranger. On crée de l'emploi, notre siège est à Nantes et on a la R&D à Nantes, on assemble les choses chez nous. Donc c'est tout à fait possible, ce n'est pas inexorable. L'hydrogène, il faut voir ce que c'est. Aujourd'hui, c'est un gaz. On est capable d'alimenter des voitures avec un gaz qui fait que les voitures roulent 700 km, font un plein pour le prix d'un plein normal. Les voitures coûtent cher aujourd'hui, c'est 2 fois le prix d'une voiture normale. Un bus, c'est pareil, un bus à hydrogène, c'est 2 fois le prix d'un bus diesel, mais ça va baisser de prix parce que les piles à combustible se produisent de la même façon que les batteries et les panneaux solaires. Donc on voit bien la perspective de décroissance de coûts. Donc on est capable de faire des engins qui n'émettent rien d'autre que de l'eau, qui sont silencieux, qui se rechargent en 3 à 5 minutes pour une voiture et ont la même autonomie qu'une voiture normale. Et les journalistes de Turbo, comportant la dent dure sur la voiture, qui sont amoureux, disent mais c'est vraiment le meilleur des deux mondes. On a le meilleur de l'électrique et l'autonomie. Est-ce qu'on peut aller à 130 avec une voiture? On peut aller à 130, mais sur les autoroutes, pas en ville. Ça, je le savais. En ville, c'est 30 maintenant. D'accord. En parlant d'autoroutes, ce qui est assez génial, c'est qu'on avait Vinci tout à l'heure qui intervenait. Il y a 411 stations sur les autoroutes. La Californie, l'Allemagne déploient des stations avec 1 million d'euros par station ou de dollars par station. C'est-à-dire que pour 411 millions, on peut équiper toutes les stations d'autoroutes avec des bornes de recharge à hydrogène. Donc c'est magique de pouvoir déployer aussi rapidement pour si peu d'argent. 411 millions d'euros, c'est... 411 millions d'euros. Est-ce que Monsieur Notebert est encore là? Et d'avoir des technologies comme ça qui permettent de rouler sans avoir à déployer 1 million de bornes, comme on le disait tout à l'heure, sur l'électrique. Donc c'est complémentaire. Les deux sont complémentaires. Il ne faut pas
opposer la batterie et l'hydrogène, ça ne va pas adresser les mêmes choses. Et là où la femme et l'homme sont des génies jusqu'au bout, c'est que non seulement cette voiture qui résout nos soucis, on peut l'alimenter avec un carburant qui est produit à partir d'eau et de vent, dans des conditions techniques et économiques qui sont aujourd'hui démontrées par l'usine à Bouin, cette belle bourgade de Bouin que tout le monde connaît, bien sûr, qui est en face de Noirmoutier, célèbre pour ses huîtres et maintenant pour son hydrogène. Vous pouvez aller voir, venez voir qu'on est capable de le produire dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes qui font qu'un plein... il y a l'effet des taxes sur le pétrole. Mais, et là, oui, donc là, finalement, il n'y aura pas de taxe sur l'hydrogène, enfin, du moins pas encore. Et ça, on peut le faire de... Non. Enfin, il y a toujours la TVA, mais ça, on peut le faire dans tous les territoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir, comme aujourd'hui, on a 3 raffineries qui alimentent toute la France. Chaque région peut atteindre les économies d'échelle en production d'hydrogène, donc avoir de l'hydrogène compétitif, mais produit localement. Donc on a une production qu'on va dire semi-centralisée d'hydrogène, où on atteint les économies d'échelle, on est capable de mutualiser un électrolyseur, une usine de production, pour que toutes les collectivités aient accès à l'hydrogène. Parce que concrètement, aujourd'hui, je vous disais que c'était cher. Si jamais il n'y a que Nantes, Le Mans, Lille, Paris qui peuvent se payer des machins à hydrogène, on va créer une fracture écologique. Et donc nous, on va mutualiser ces électrolyseurs et on va livrer l'hydrogène depuis notre site de production, aussi bien à une PME qui achète 1 ou 2 véhicules de service, qu'à un grand groupe, à une petite collectivité ou une grande collectivité, une grande métropole. Et donc là, on arrive à l'acceptabilité, au déploiement, et c'est là où on travaille avec la Banque des territoires, au déploiement dans les territoires. Alors justement, Emmanuel Legrand, qu'est-ce qui est intéressant là, dans cette solution qui est extrêmement ancrée en fait, localement et est-ce que c'est ça justement le levier d'une transition juste et inclusive, c'est de faire en sorte en fait que tout le monde puisse en profiter et d'inclure au maximum en fait à la fois les collectivités, mais voilà ces territoires. Bouin-en-Vendée, voilà, on connaissait effectivement ces huîtres. Maintenant, il y a son hydrogène. Oui, je crois que quand je parlais de partager une vision, c'est des choses qu'on connaît bien et que la Banque des territoires défend, c'est-à-dire ces questions de fracture territoriale, là en l'occurrence sur la transition écologique. Plus globalement, nous avons des défis immenses devant nous qui vont nécessiter des investissements massifs et sur des thématiques très, très diverses en termes de transition énergétique et écologique. Et nous essayons au niveau de la Banque des territoires d'en faire le maximum avec nos partenaires. On investit à peu près 400 à 500 millions sur la transition énergétique par an, ce qui fait, voilà, avec un effet de levier de 6, je vous laisse faire le calcul, ça fait quelques milliards quand même de projets. Et puis on le fait sur des sujets de plus en plus variés. Alors évidemment, historiquement, comme Eric tu le rappelais, c'était les énergies renouvelables en 2005-2006. Il fallait oser, mais aujourd'hui ça paraît une évidence, mais à l'époque il fallait oser, c'est le gros de nos investissements. Mais nous travaillons aussi beaucoup sur l'efficacité énergétique des bâtiments, de l'industrie, la mobilité électrique, ça a été dit tout à l'heure. Et puis, on a élargi le scope avec le traitement des déchets, l'économie circulaire, l'eau, qui va devenir aussi un des grands enjeux du pays. Et puis, on regarde aussi les sujets de biodiversité. Oui, rapidement. Je ne partirai pas avant un deuxième scoop, parce que sinon... Ah bah non, mais sinon, effectivement. Donc, avec Emmanuel, demain, dans le cadre du Salon des maires, nous allons annoncer la création de notre société commune. On l'avait déjà annoncé avec Antoine il n'y a pas longtemps au Havre et la ministre. Donc il s'appelle Atrium. Et ce qu'on a voulu faire, c'est créer un véhicule de financement pour que les collectivités n'aient pas à investir forcément en CAPEX et en OPEX sur ces grandes toitures solaires. Pourquoi ? Parce que tout le monde a envie d'y aller. C'est peut-être pas forcément le bon moment pour une entreprise ou une collectivité. Donc l'idée, c'est que nous allons nous porter tout l'investissement sur le long terme, sur jusqu'à 30 ans, non seulement l'investissement et l'entretien de cette toiture pendant 30 ans, pour permettre à tout le monde de devenir acteur de la transition énergétique sans forcément en avoir les besoins. Ce qu'on leur demande, c'est de nous faire de la place, et on va venir rénover leur toiture. On vient de gagner l'appel d'offres des lycées d'Île-de-France, d'Indre-et-Loire, toute la partie sud de chez Decathlon. C'est parti. Donc, s'il vous plaît, tous les DR, un appel à candidature, toutes les DR de France. Richard, tu n'es plus en Corse, tu es à Paris, on a besoin de vous. Les solutions sont là, c'est notre moment, ça fait plus de 12 ans qu'on porte ça, on doit accélérer maintenant, tout est là, on a tout dans les mains. Et tout le monde peut faire comme Google, donc. Ben, si Google l'a fait, c'est que tout le monde peut le faire.
No comment. Merci à tous les trois, vraiment. Merci beaucoup de nous avoir même pas fait rêver, parce que finalement, c'est déjà la réalité, quoi. Mais oui. Et on ira scroller l'Instagram de Thomas Pesquet pour retrouver les nymphéas sur le pavillon français de l'Expo universelle à Dubaï. Et donc, pour clôturer cette nouvelle séquence, vous le savez désormais, sur cette transition énergétique des territoires, je vous demande d'accueillir Sophie Pature, l'associée fondateur de la société de capital investissement Demeter Partners, au micro d'Antoine Truch. Bonsoir Sophie et merci d'être venue. On vient d'entendre des entrepreneurs très engagés. Et donc là, maintenant, j'ai le plaisir d'interviewer une investisseuse très engagée. Et donc ma première question va être justement dans ce contexte d'urgence climatique. Quand vois-tu le rôle des investisseurs sur ce sujet ? Merci, merci Antoine. Je crois que le rôle des investisseurs, il est tout simplement indispensable. Parce que, comme l'a rappelé la COP26, l'investissement France 2030 et l'ensemble des engagements auxquels nous adhérons les uns les autres ici, il y a beaucoup à faire. Le rôle aussi des investisseurs financiers, qu'ils soient publics ou privés, il est également important et grandissant. Si je me réfère aux chiffres que publie France Invest, l'association qui regroupe l'ensemble des investisseurs dans le non-coté, que je regarde l'innovation, les chiffres sont parlants. Entre il y a 10 ans, puisqu'on a commencé à compter il y a 10 ans et aujourd'hui, les investissements ont été multipliés par 5. On investissait l'an dernier 1 milliard d'euros. Les engagements qui ont été pris sont multipliés par 5 à horizon 2030, c'est-à-dire investir 5 milliards d'euros par an. Et là, au cours du premier semestre 2021, c'est plus d'1 milliard d'euros qui a été investi. Si je regarde l'infrastructure, c'est au cours de l'an dernier un petit 6 milliards d'euros qui ont été investis en fonds propres, toujours dans les infrastructures. Le poste le plus important, c'est les énergies renouvelables, de très loin. Les énergies renouvelables, plus l'environnement et la mobilité, c'est la moitié de ce qui peut être fait. Il semble que les montants vont encore augmenter. Je pense aussi que le rôle des investisseurs, il est durable. Il est durable parce qu'il y a une véritable prise de conscience. Moi, j'arrive de l'exposition universelle et dans les 190 pavillons, j'ai vraiment été frappée de l'importance et de l'acuité du sujet. Les thèmes, c'est sustainability, mobility, opportunity. Je suis revenue très confiante, je dois dire, et dynamisée aussi, comme l'est Eric Scotto. Je crois que la réglementation est là aussi. La SFDR, la taxonomie, la regulation, la nouvelle régulation avec les articles 8, 9, bon, c'est contraignant, mais ça va faire avancer. Et puis le dernier point que je soulignerai, c'est que je crois que nous avons tous un rôle très complémentaire à jouer. Parce qu'il faut à la fois financer des innovations, des infrastructures. Vous parliez à l'instant des énergies renouvelables et on a financé avec Emmanuel Legrand certains projets. On finançait en fait avec de l'argent de fonds propres des entreprises les premiers projets de solaire. Ça voulait dire qu'on mettait 100% de fonds propres et des fonds propres sur lesquels on attendait du 20-25% de TRI. Parce que le risque était là. Aujourd'hui, on met au maximum 10% de fonds propres, donc l'effet de levier, il est de 1 à 10. Et les taux maintenant de retour sur investissement sont plus du tout comparables. Donc je crois que nous faisons tous partie d'une chaîne de financement, qu'il y a des maillons, on est là pour se passer des relais en fonction de notre capacité à prendre des risques, de notre expertise, de notre expérience, de la durabilité aussi de nos investissements. Voilà, donc je crois encore beaucoup de choses à faire, mais on est en bonne voie. Et puis je prolongeais sur la question de l'innovation et puis également te demander comment vous voyez comme animateur d'écosystème vous aussi, parce que je pense que la Banque des Territoires n'a pas le privilège de ce rôle d'animateur d'écosystème. Alors ça c'est une question qui me fait plaisir parce que j'ai vraiment ce rôle de partie prenante de l'écosystème qui me tient à cœur. Tout simplement je crois parce que Demeter on est natif écosystème. J'ai envie de dire nous sommes nés tout simplement de l'écosystème, puisque si je me ramène 16 ans en arrière, Demeter est né de l'initiative de quelques fondateurs et du soutien actif d'un investisseur financier de renom, la Caisse des dépôts,
qui était soutenu par un institut financier de recherche qui est qualifié aussi aujourd'hui au niveau mondial que le 4e dans tous les dépôts de brevets de technologies non carbonées, qui est l'IFP Énergie Nouvelle, et puis un leader aussi de l'environnement qui était Veolia. Donc, Déméter, voilà, s'est créé grâce à l'action conjointe de finalement des acteurs majeurs de l'écosystème, et nous continuons dans cette voie parce que je crois qu'on veut accélérer, il faut aller vite. Aujourd'hui, pour aller vite, il faut des circuits courts. Et pour avoir des circuits courts, je crois qu'il faut être capable d'associer à la fois l'agilité et le dynamisme des entrepreneurs, l'innovation qui vient aussi des instituts de recherche et qu'on pourra transformer en entreprise profitable, rentable, créatrice de valeur et d'emplois. Et puis également le rôle majeur des grands groupes. On a la chance en France d'avoir des grands groupes qui sont aussi des leaders mondiaux et qui permettent d'accélérer et de jouer non seulement un rôle local, mais aussi un rôle global avec l'exportation associée et le rayonnement de la France également à l'international sur quelques sujets comme ceux dont nous avons parlé, dont ont parlé en fait les intervenants avant moi. Merci Sophie. Je terminerai en vous faisant un peu de pub. Allez regarder le book de l'ensemble des participations de Déméter dans les différents fonds de transition énergétique. C'est un condensé et un bon résumé de tous les domaines d'action dans lesquels il faut être. À titre personnel, j'ai été très impressionné. Merci Sophie. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup. Merci Sophie Paturle. Merci Antoine.